patiente. Et j'interviendrai avec, donc je m'appelle Muriel Londres, et j'interviendrai avec Fabienne, qui tout va bien est en Skype parmi nous, parce que les patients sont quand même des personnes très connectées, donc du coup nous faisons ça mi-Skype, mi-IRL. Donc Fabienne, peut-être tu peux commencer par te présenter toi, qui tu es, après j'enchaîne. Ah, il n'y a pas de son. Tu m'entends là? Ouais, là c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Vas-y. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Fabienne Ragingir, je suis présidente de l'Association française des femmes diabétiques, moi-même diabétique, et connectée avec d'autres patients sur les réseaux sociaux et avec des professionnels de santé également. On va développer par la suite. Donc, la conférence, c'est donc être un patient, et donc je suis Muriel Londres. Il y a de l'écho, je pense que tu ferais peut-être bien de mettre ton... Je le remets, mais apparemment, quand je le mets, ça coupe le micro. C'est vrai? Ouais, non, ça coupe le micro. Ok. Donc, non, tu peux... Donc, je vis avec la maladie d'Hashimoto et en fait j'ai rejoint une communauté de patients qui s'appelle Vivre sans thyroïde, qui est aussi une association de patients, dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de réconfort et qui m'a amené à tweeter, on va dire, à interagir sur les réseaux sociaux autour de la e-santé et de la maladie chronique et forcément aussi de la thyroïde. J'étais technicienne vidéo pendant 15 ans et j'ai changé de travail il y a un peu plus d'1 an et demi pour être d'abord coordinatrice adjointe d'un collectif d'associations et puis coordinatrice depuis 2 semaines. Je suis aussi enseignante patiente à la faculté de médecine de Bobigny, à des internes en médecine générale, et je suis aussi membre de la commission information patiente de la Haute Autorité de Santé. Voilà. Alors, après cette présentation, on va donc définir un peu ce qu'est un e-patient, Fabienne et moi, en essayant de partir de nos expériences personnelles. Donc Fabienne, voilà, est partie. Bienvenue. Ok. Donc juste pour introduire un peu ce que c'est que la e-santé, donc ce matin vous en avez un petit peu parlé, ça a été un petit peu défini. Donc la e-santé, c'est effectivement tout ce qui touche autour de la télémédecine, les applications mobiles, la numérisation du système de soins. Donc c'est vraiment un champ qui est très vaste, dans lequel l'e-patient s'inscrit partout. Et de dire que pour nous, et on pense aussi que de manière générale, la plus grande révolution qui a eu lieu quand même dans cette thématique de la e-santé, c'est l'idée que le patient surfe sur Internet. Ça, c'est une vraie révolution au-delà des apps, des objets, des gadgets, de tout ce que vous voulez. Et enfin voilà, c'est quand même aussi quelque chose qui a profondément changé pour nous, malades chroniques, notre vie avec la maladie, qui a changé nos relations avec le médecin et qui a changé aussi quelque part le système de soins. Voilà. Donc, pour juste faire un historique, le e-patient, c'est un terme qui est très très vieux, qui a été inventé par un médecin aux États-Unis dans les années 80. Et au départ, I, c'était pour électronique. Alors du coup, si on prend la page Wikipédia, c'est très simple, il y a une liste de définitions. Donc ce qu'on vous propose avec Fabienne, c'est de prendre ces définitions une par une et de voir en quoi on s'inscrit dans ces définitions. Donc en premier, le e-patient, alors il y a aussi des débats tout à l'heure par rapport à ce terme, est empowered, en capacité, enfin voilà. Moi je trouve que le terme d'empowered contient vraiment un côté émancipation et un côté prise de pouvoir qu'il n'y a pas dans des équivalents français. Donc empowered, ça veut dire se donner le pouvoir de. Donc Fabienne, en quoi tu te donnes le pouvoir? Moi je me sens empowered dans le sens où j'ai repris le contrôle de ma vie avec la maladie. Je la maîtrise suffisamment pour ne pas m'empêcher de faire ce que je veux faire, pour me dépasser et pour vraiment vivre avec. Voilà. Donc je me suis rendue puissante par rapport à ça. Moi, la partie prise de pouvoir, je la vois plutôt sous un angle où
le fait d'être une e-patiente, en fait, le fait de rentrer dans une communauté et de surfer sur Internet, ça m'a permis d'acquérir des informations sur ma maladie et de comprendre en gros comment elle marchait, quoi, comment la maladie d'Hashimoto agissait sur ma thyroïde, sur mon corps et quels étaient les effets. Et du coup, ça m'a permis aussi quelque part de la mettre un peu plus à distance. Hein, parce que, enfin, c'est pas une maladie c'est une maladie qui peut être difficile à vivre et qui n'est pas tellement reconnue, mais qui n'est pas très grave, hein, mais qui est, pour toute maladie chronique, en fait, à partir du moment où il y a cet état où on vit, on est obligé de vivre avec un traitement, on vit avec une modification de son corps, c'est quand même un bouleversement pour tous et pour toutes. Donc, vas-y, tu continues. Sur la petite Ingate, un autre E de e-patient, le e-patient est impliqué dans ses soins. Donc moi j'ai une maladie, un diabète de type 1 qui fait que forcément j'ai des compétences techniques pour me soigner au quotidien, pour adapter les doses, etc. Mais du coup, le fait que les médecins, par cette maladie, aient transféré la partie technique aux patients, fait qu'on est en mesure vraiment de discuter avec eux, de négocier pour améliorer au fil des années le traitement. Je suis aussi impliquée et connectée à cause de l'utilisation de dispositifs médicaux modernes. Donc j'ai une pompe à insuline, un capteur de glucose en continu, un bracelet connecté qui fait que toutes ces données sont connectées déjà pour moi sur le net pour analyser ma maladie et également pour pouvoir échanger avec les professionnels de santé qui me suivent. Donc moi je suis engaged, comme ils disent, donc impliquée dans mes soins, parce que voilà, j'ai réussi, ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai réussi, même si j'ai l'air un peu fortiche comme ça, à déclarer mes propres envies à mon soignant par rapport à ma prise en charge et à ce qu'il les accepte et à ce qu'on noue ensemble un partenariat. Par exemple, voilà, ça fait quelques années que je suis stabilisée, bon, j'ai quand même parfois des difficultés, mais ce que j'aime avoir, c'est plusieurs prises de sang d'avance en fait. Voilà, comme ça j'ai une prise de sang et je peux adapter mon traitement. Après, je vais faire valider, parce que comme ça met beaucoup de temps après à revenir dans le corps, je fais valider ce changement par mon médecin. Et donc du coup, c'est pas mal si je peux avoir une prise de sang, je prends rendez-vous avec mon médecin, et puis une autre prise de sang juste avant le rendez-vous avec le médecin pour vérifier que j'ai bien adapté correctement mon dosage toute seule. Voilà, donc ça a été de l'ordre de la négociation. Enfin voilà, la chose habituelle normalement c'est on va mal, on va voir son médecin, on fait des analyses, on va voir son médecin. Enfin voilà, ça c'est le côté impliqué dans les soins. Ensuite, dans la définition du e-patient, il y a donc equipped, excusez-moi pour mon anglais, donc éduqué, informé. Moi, ce que je dirais, c'est que donc je suis informée de par mon appartenance à une communauté de patients. Donc, j'ai beaucoup reçu d'informations autour du savoir expérientiel de mes camarades. En fait, ça m'a beaucoup aidé d'être dans cette communauté et de voir que d'autres personnes vivaient aussi des difficultés comme moi. Et ça m'a rassurée en fait d'être dans ma famille de malades. Et toi, Fabienne? De la même façon, j'ai appris aussi du savoir expérientiel, le mien propre et également celui des autres. Je m'informe sur les nouveaux traitements par la communauté, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Je m'informe sur les risques de certains traitements, sur les bonnes pratiques. Et surtout aussi, je pense que l'expérience de l'e-patiente m'a appris à savoir trier les informations que je pouvais lire sur le net. Ah oui, je continue. Ouais, je sais pas. Alors, on dit aussi que le e-patient est enabled, on se donne les moyens. Moi, je trouve qu'on s'est donné les moyens en créant des associations ou des communautés de pairs qui vont produire des informations à destination de leurs pairs en compilant les savoirs expérientiels. Et ça, je pense que les communautés sont vraiment des outils d'une valeur inestimable sur le net. Alors, oui, les communautés font ça aussi, et puis aussi elles peuvent se donner les moyens de manière aussi communautaire de porter la voix des personnes qui vivent avec, de regarder tous ces écrits qui sont échangés sur les communautés, et puis d'essayer de porter les difficultés, les revendications
Enfin, voilà, c'est vraiment de l'empowerment qui peut être aussi à une échelle aussi communautaire, quoi, pas uniquement personnelle. Alors, une autre définition du e-patient, c'est equals, donc sur un pied d'égalité avec les soignants. Voilà, bah, moi, enfin, ça, c'est quand même bien, puisque je suis passée de personne qui vit avec une maladie chronique et qui anime une communauté. J'ai aussi animé des rencontres en vrai, puis j'ai participé à des conférences médicales. J'ai augmenté de plus en plus ma participation jusqu'à être enseignante à la faculté de médecine de Bobigny, enfin voilà, qui est un enseignement expérimental, mais enfin voilà, qui est quand même un moyen d'être un peu plus sur un pied d'égalité. Et puis je participe donc, à cette commission information des patients, donc dedans il y a aussi des soignants et on est vraiment sur un pied d'égalité. Mais dans la vraie vie, en fait, j'ai énormément de problèmes avec mon médecin généraliste. Voilà. Donc, c'est toujours, c'est plus facile en fait sur un terme politique que sur un terme après personnel. Et j'ai mis longtemps à trouver justement un soignant, une endocrinologue en l'occurrence, avec qui j'ai pu vraiment établir, enfin voilà, une espèce de relation de pied d'égalité, mais je suis quand même très dépendante de son bon vouloir. Donc voilà. C'est ce que je dirais. Et Fabienne ? Alors, être sur un pied d'égalité avec les soignants, ça je pense que c'est vraiment vrai par rapport à mon propre diabète, à ma maladie, parce que dès le départ, j'ai été responsabilisée sur le fait que le pilote dans l'avion, c'était moi, hein, je suis la première actrice de ma santé, donc la personne qui traite mon diabète au quotidien, c'est moi-même. Je le vois quelquefois prendre le professionnel de santé. D'autre part, j'interviens également dans des programmes d'éducation thérapeutique du patient à l'hôpital de Toulouse. Et là, je considère que je fais partie de l'équipe éducative comme les médicaux et les paramédicaux dans ce cadre-là, parce que on a co-construit des ateliers, je les anime toute seule, je participe à les évaluer. Donc dans ce sens-là aussi, je me sens sur un pied d'égalité avec les soignants. Et après, sur la maîtrise aussi des technologies, donc moi je porte un capteur de glucose en continu depuis plusieurs années, et certains soignants me demandent parfois des conseils, des informations sur l'utilisation de ce produit. Et également, mais là, Muriel en a déjà parlé, je fais un peu d'enseignement à la faculté de médecine de Toulouse. Voilà. Donc les e-patients sont aussi capables d'évaluer Eating. Donc voilà, on est capable d'évaluer les soins dont on bénéficie. Voilà, moi je m'exprimerai plutôt dans un terme politique. En fait, voilà, une phrase, c'est rien sans nous, donc rien ne doit se faire sans nous. Et tout ce qui doit se faire pour nous doit se faire avec nous. Donc, y compris, je trouve, voilà, parce que j'ai un public de personnes qui travaillent dans des hôpitaux, je me permets de le dire. Voilà, si vous faites une communication à destination du grand public, c'est pas mal d'avoir une association ou un représentant d'association. Voilà, vous avez les 6 locaux qui vont se transformer en UNAS et en URAS bientôt, dans votre comité de rédaction, pour vérifier ce que vous écrivez. Et puis, voilà, aussi quelque part, mais là je suis encore plus, encore plus révolutionnaire, pour peut-être noter ce que vous écrivez. Voilà, c'est voir est-ce qu'ils sont satisfaits de l'information, quel type d'information ils voudraient que vous traitiez finalement de la part de votre hôpital. Voilà. Et donc, je pense, et c'est quelque chose ce vers quoi tend la société, avec notamment Hospitalidé, que les patients, vous connaissez Hospitalidé, ça vous dit quelque chose, voilà, c'est un site internet qui a été créé justement dans la région toulousaine, qui permet en fait de noter les soins que l'on reçoit. Voilà, on sait que la HAS a Scope Santé, mais il n'y a pas d'évaluation dans Scope Santé des patients, des usagers du système de soins. Donc on va aussi vers ça, on va vers que les usagers puissent noter les soins qu'ils reçoivent, et voilà. Et Fabienne ? Donc moi je me sens capable d'évaluer les soins dont je bénéficie. D'une part, je suis capable d'évaluer techniquement grâce aux objets connectés que j'utilise tous les jours, mais aussi globalement grâce à la communauté de pairs à laquelle j'appartiens. Par
sur la dernière partie de définition du e-patient, le patient est un expert capable de participer au changement du système de soins avec les autres intervenants. Donc là, je peux reprendre ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation thérapeutique du patient avec la construction carrément ou l'amélioration de programmes existants pour faire en sorte qu'ils répondent au mieux aux besoins des personnes qui vivent avec un diabète. Il y a aussi la participation à l'innovation dans le diabète, pousser les innovations dans un mouvement associatif auprès des autorités de santé, militer pour le remboursement et faire en sorte que tout le monde ait accès aux soins de meilleure qualité. Oui, alors les e-patients sont des experts qui changent effectivement le système de soins. Déjà parce que, parce qu'ils ont plus de pouvoir et qui se regroupent en communauté. Et donc, mon association, Un patient chronique et associé, est un collectif d'associations. Et nous réfléchissons de manière collaborative sur ce qu'il faudrait améliorer. Nous sommes en relation avec les institutions. Nous devenons, en tant que personnes confrontées au jour le jour au système de soins, en tant que personnes qui réfléchissent sur ce fameux système de soins, on devient expert et ce côté expert permet de porter en fait, le changement et de le revendiquer. Et je tiens juste à dire par rapport à des choses qui ont été dites ce matin, il existe effectivement des formations qui permettent de délivrer des diplômes à destination des patients experts. C'est à la fois une bonne chose parce que c'est bien d'être diplômé, mais en même temps je trouve que c'est pas nécessaire et que ça peut quelque part desservir parce que du coup si la personne n'a pas un diplôme, du coup elle n'est pas experte. Enfin voilà. Je trouve que c'est à la fois... et puis qui délivre cette expertise, qui délivre ce diplôme? Est-ce que c'est les soignants qui doivent délivrer encore? Est-ce qu'on en est encore là? Enfin voilà, je pense que la preuve de l'expertise du patient, elle peut se doter de formations. Enfin voilà, comme on l'a vu, il y a des formations à l'éducation thérapeutique. Moi j'ai été formée à l'écoute pour animer les relations, pour animer les réunions entre patients. C'est des formations qui sont obligatoires. Quand il y a des patients qui siègent de plus en plus dans les institutions, donc il y a la commission de transparence de la HAS pour tout ce qui est évaluation du médicament. C'est sûr qu'on ne peut pas y envoyer n'importe quel patient qui a une nécessité de formation, mais pour la reconnaissance de la participation au système de soins, ce n'est pas non plus nécessaire de rendre une formation obligatoire. Voilà, donc après on vous faisait un petit topo qui va être assez vite fait sur ce qu'on fait, sur ce que font les e-patients en France de manière générale, et puis après on avait plutôt une partie sur les analyses qu'on en tirait nous. Voilà, donc les e-patients font de la représentation de patients classiques, donc comme vous savez, si vous vous intéressez dans vos hôpitaux, de toute façon c'est assez obligatoire à la représentation des usagers. Donc voilà, c'est parce qu'on est des e-patients qu'on ne fait pas aussi des choses normales comme des choses classiques de représentation d'usagers. Donc on participe à des colloques, à des conférences. On est membre de think tank aussi, donc de think tank pluridisciplinaires avec les soignants, avec des startups, etc. De groupes de réflexion, on a des sollicitations institutionnelles. On participe à des projets e-santé, on peut être membre de jury e-santé, de hackathon. Voilà, il y a Guillaume Marchand qui est là avec son label MS Quality, qui est un label qui regarde les applications mobiles, et donc il y a une valeur d'usage, donc du coup les patients peuvent évaluer cette valeur d'usage. On est donc leader et animateur de communautés de patients sur le net, et comme on est aussi présent sur les réseaux sociaux, en fait on se cause entre nous, c'est comme ça que Fabienne et moi, en fait c'est pas vrai parce qu'on s'était rencontrés à la Société française d'endocrinologie, mais on a continué de dialoguer sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a une vraie communauté de e-patients sur les réseaux sociaux et qui dépasse la maladie chronique. Et aussi, il y a quelque chose à dire aussi, c'est que la maladie mentale est très présente aussi, notamment sur Twitter, et c'est très très intéressant. Voilà. On participe au débat, donc on fait des live tweets, on fait de la veille autour de la e-santé, de notre propre pathologie et de la santé publique, de l'actualité de la santé de manière générale.
Et quand on est sur Twitter, on a la possibilité aussi d'interpeller les autorités de santé, les médecins, les journalistes, on participe aux débats qui émergent de manière générale. On a nos propres hashtags ou nos hashtags auxquels on participe. Donc pour le diabète, dis-moi comment ça se passe sur Twitter, Fabienne. Sur Twitter, il y a des communautés qui organisent également des live tweets, et puis il y a des hashtags qui sont utilisés, moi que je consulte régulièrement pour voir s'il y a des nouveautés dans tel ou tel domaine. Et, voilà, comme dans toutes les maladies chroniques. On fait aussi de l'aide à la prise de conscience. On essaye de représenter la maladie par des actions drôles. Donc, par exemple, nous, dans l'Association française des femmes diabétiques, on publie des cartes postales un peu humoristiques sur notre vie avec le diabète, où on crée des actions communautaires, collaboratives, positives, par exemple des comptes photos sur le diabète ou un thème du diabète, où justement tous les patients, qu'ils soient des patients qui sont informés ou pas, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer sur leur maladie. Le fait qu'on soit présent sur les réseaux sociaux aussi, c'est une façon de rendre visibles nos maladies qui sont des maladies invisibles. Dans le cadre de la maladie chronique, c'est souvent vraiment le cas. 60% des handicaps sont dus à la maladie chronique et 80% de ces handicaps sont invisibles. Voilà, on s'est regroupé aussi beaucoup autour du sujet de l'observance médicamenteuse. Donc on est beaucoup intervenu autour d'un hashtag qui s'appelait OPSA. Et on a participé aussi à des mouvements de fond qui émergent, comme les touchés vaginaux sous anesthésie générale. Il y a eu une grosse prise de conscience là-dessus, et on a aussi participé à dénoncer. Vous vous souvenez de cette histoire, ou est-ce que je raconte non. Alors, il semblerait qu'il y ait eu dans certains hôpitaux qui forment des internes, comment dire, c'était admis en fait que les femmes qui étaient sous anesthésie générale, on pouvait leur faire un toucher vaginal quand elles étaient endormies, en fait, pour apprendre à faire un toucher vaginal. Voilà. Donc il y a des documents qui ont été retrouvés. Je crois que c'était, je ne vais pas dire à la faculté parce que j'aurais trop peur de dire une bêtise. Donc ça a été beaucoup dénoncé sur Twitter. Enfin voilà, une prise de conscience en fait que c'est du viol, quoi, et que peu importe les soins, les patients sont aussi là pour former les futurs médecins, mais que pour ça, il faut nous demander notre consentement et que ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc c'était... il y a des choses qui émergent sur les réseaux sociaux, sur des problématiques de prise en charge. Récemment, le livre de Martin Winkler sur les boutons blancs a aussi beaucoup délié les langues autour de la maltraitance. Voilà. Voilà, et aussi quelques personnes parmi nous deviennent entrepreneurs. Par exemple, on peut parler donc de Julien Arthu qui s'est beaucoup ennuyé dans son hôpital quand il a eu une longue hospitalisation. Et donc du coup, il a créé un réseau social de patients qui s'appelle MyHospi Friends. Ou alors Michael Serres, qui est un patient anglais qui a eu plus de 20 interventions chirurgicales suite à sa maladie de Crohn. Et qui est greffé du foie et qui a inventé un capteur de poche de stomie en fait. Voilà, les poches de stomie, c'est quand je vais dire des bêtises médicales, donc je ne vais pas le dire. Voilà, quand on a ces... on fait caca dans une poche, et en fait cette poche se remplit, il faut la changer, et c'est quand même hyper contraignant parce qu'elle peut déborder, et lui, donc, comme il était lui-même patient, il a eu besoin de ça, et donc du coup, comme ça n'existait pas, il l'a développé, quoi. Donc il a fait un capteur qui est relié à son smartphone, et quand la poche se remplit, son smartphone sonne, et donc il peut la changer. Voilà, donc on va partir sur la partie des analyses. Donc c'est moi ce que je voulais dire en fait par rapport aux 8 patients, c'est que ça changeait vraiment qu'il y avait en fait un parallèle entre le parcours de santé du patient et le fait qu'il devienne un e-patient. Donc, au départ, en fait, un patient qui surfe sur Internet, c'est avant tout quelqu'un qui est en recherche d'informations. En premier, il commence par googler, en fait. Voilà, donc c'est la première chose qu'il fait. Ensuite, il peut commencer à en parler sur un groupe Facebook.
Parce que, voilà, comme ça a été bien dit ce matin, et c'est pour ça qu'il faut un peu être partout, c'est que on commence à chercher des informations là où on est. Donc si on est sur Facebook, on va chercher des informations sur Facebook. C'est comme ça qu'on a vu, nous, les associations de patients, des groupes Facebook qui prenaient de plus en plus d'importance, en fait, avec des forums qui restaient stables. Voilà. Après, on peut effectivement rejoindre un forum. Dans un forum, en fait, les questions et les recherches sont plus organisées, parce qu'il y a des thématiques sur la vie avec, c'est classé en fonction de sa pathologie, ça peut être classé en fonction de son âge, ça peut être classé par rapport à la question qu'on se pose, est-ce que c'est sur le traitement, est-ce que c'est sur le médecin, enfin voilà. Donc c'est un peu plus organisé qu'un groupe Facebook, où un groupe Facebook, les gens viennent pour avoir une réponse à leurs questions. Quelquefois, même la réponse, ça ne les intéresse pas. Je pense que quelquefois, ce qui les intéresse, c'est juste de pouvoir poser la question et que quelqu'un leur réponde. Voilà, c'est vraiment sortir de l'isolement. Après, donc, quand on est sur un forum, ça peut aussi effectivement amener à intégrer un cadre associatif. Donc, là, ça suit vraiment le parcours de santé. Donc, au début, on ne sait pas, on vient d'avoir un diagnostic, donc on pose des questions, et puis après, on s'émancipe de plus en plus. Donc, on est sur un forum, donc on a des recherches qui sont de plus en plus pointues, on participe à une communauté, et donc, parfois, quand on a vraiment été très aidé par la communauté, on peut, dans un autre temps, en fait, avoir un vrai engagement associatif et qui correspond à un besoin de participer soi-même à la communauté, de changer les choses. Et le fait d'être sur un forum, ça permet aussi de découvrir son propre parcours de santé en influant sur celui des autres, comme on disait tout à l'heure, puisque si on voit que telle personne a accès à un programme d'ETP, donc d'éducation thérapeutique du patient, on va pouvoir nous demander peut-être un programme d'éducation thérapeutique du patient. Si on voit que quelqu'un a une relation satisfaisante avec son médecin, on va peut-être nous aussi exiger d'être écouté par son médecin. Enfin, voilà. Et puis, la fameuse décision médicale partagée ou décision médicale, est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, donc c'est l'idée en fait que le patient et le médecin collaborent et arrivent à une décision qui satisfasse complètement le patient par rapport à sa vie, par rapport à ses propres valeurs. Voilà. Et juste pour vous dire, on a fait une étude parce que mon association sort un guide sur le parcours de santé des malades chroniques. Et en fait, 84% des patients ne savent pas ce que c'est la décision médicale partagée. Enfin, voilà, on a eu plus de 600 réponses, c'est une grande surprise pour moi. Donc, les gens ont vraiment besoin d'être informés là-dessus. Mais c'est ce qu'ils font sans le savoir en fait sur les forums. C'est voilà, voir que des gens ont osé poser des questions, ont osé exiger des informations. Voilà. Et donc après, ce qui peut advenir, c'est vraiment un engagement associatif dans la démocratie en santé, quoi. Enfin, voilà, se dire que ce serait peut-être plutôt pas mal d'aller à l'hôpital, dans la commission des usagers, parce qu'on a vraiment trop de témoignages de gens qui disent que dans cet hôpital ça se passe pas bien, ou parce qu'on a envie de s'impliquer, ou alors s'impliquer dans la réunion associative de l'association pour rédiger des textes, comme l'a dit Fabienne, exiger le remboursement de tel ou tel produit. Enfin, voilà. Et puis ça peut même, comme dans mon cas, aboutir à un changement d'orientation professionnelle. Voilà. À toi. Et oui, voilà, c'est à toi, Fabienne. Ouais, dans le parcours de santé, je pense que ce qui se passe pour les patients, ça montre aussi aux médecins et aux patients eux-mêmes l'importance de se regrouper en communauté par l'empathie qui émane de ces communautés, tout en pouvant rester anonyme si on le souhaite, sans dévoiler son identité. On peut quand même s'exprimer sur notre maladie, bénéficier d'un soutien et créer avec cette communauté un fil rouge avec les autres patients qui va jusqu'à la création d'une deuxième famille à qui on peut parler de la maladie sans prendre des pincettes, en faisant de l'autodérision et surtout en étant rassuré au quotidien. Et du coup, j'enchaîne sur la relation patient-médecin modifiée par l'expérience du patient. Je pense que le fait d'être un expert, d'être plus autonome par son vécu, par les expériences partagées avec d'autres patients, par les informations glanées un peu partout, fait que le lit-patient devient plus exigeant sur la qualité de ses soins, qu'il en sait parfois plus
sur sa maladie que le médecin généraliste, par exemple, qui le suit, sur la maladie ou, en tous les cas, sur le vécu avec sa maladie. Donc, quelquefois, le patient peut même être vu comme une ressource pour les professionnels de santé. Moi, ça arrive souvent qu'on me demande mon avis sur des traitements que j'utilise moi-même. Ou on nous sollicite également pour recueillir des témoignages ou recueillir des expériences pour, par exemple, proposer des nouveaux programmes d'éducation thérapeutique, donc en me demandant de sortir le besoin des patients. Et ça, je pense que cette plus grande écoute et ce qu'on peut apporter aux professionnels de santé avec qui on a une relation privilégiée, ça peut aussi influencer le médecin dans sa relation avec les autres patients qui, eux, ne sont pas forcément connectés. Donc, les médecins écoutent peut-être les patients différemment en étant moins directifs, plus empathiques, et le fait qu'ils reconnaissent l'expérience des patients fait qu'ils vont être peut-être davantage à l'écoute de tous leurs patients. Alors, attention, hein, on fait preuve de notre expertise, de notre savoir-être, mais on a toujours besoin d'accompagnement. On n'a pas besoin de prescription d'autorité, mais on a besoin que le médecin se place en accompagnant par rapport à notre vie avec la maladie chronique, en apportant ses compétences techniques, son aide à l'analyse, mais on a bien sûr toujours besoin des médecins. Quoi dire d'autre sur la relation patient-médecin ? Oui, peut-être que nous, les patients, on a plus besoin d'être en confiance, d'être convaincus par nos praticiens, en vérifiant qu'ils sont vraiment à l'écoute, qu'ils sont ouverts, qu'ils sont compétents, qu'ils sont capables de réels échanges constructifs. Donc, et du coup, on est également plus actifs dans les consultations, parce que on va, par rapport à notre expérience, on a déjà un peu cheminé, on a réfléchi, on va poser des questions et mettre des hypothèses qu'on va pouvoir vraiment discuter avec le médecin et aboutir à des prises de décision partagées, comme le disait tout à l'heure Muriel. Donc là, une des choses qui peut être changée dans la relation avec son médecin, c'est un besoin et l'établissement d'une confiance mutuelle augmentée. Voilà, on peut même être en relation avec les soignants sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, mon ancienne diabéto, elle fait partie de notre comité scientifique à l'Association française des femmes diabétiques, et elle est également inscrite sur notre forum de discussion. Alors, de façon très discrète, c'est-à-dire que nos modératrices la sollicite quand il y a une question technique dont on n'arrive pas forcément à se dépatouiller entre patients. Donc elle est à l'écoute, elle est respectueuse et elle vient donner ses infos médicales. Et du coup, ses propres considérations, enfin les propres considérations du soignant peuvent évoluer aussi à la lecture des informations apportées par les patients, par leur expérience. Par exemple, c'est vraiment dans le cas du diabète, il y a quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment. C'est une diète, le régime low carb high fat. Il y a des patients qui l'appliquent, c'est-à-dire qu'ils mangent très peu de glucides et ils mangent plus de graisse. Pardon. Ça, c'est quelque chose qu'en principe, les médecins, quand on commence à leur parler de ça, disent en gros non, forcément, c'est pas bon. Et bien là, sur notre forum de discussion, la diabétologue référente a pris le temps de se documenter sur le sujet, après qu'on lui en ait parlé. Elle a pris le temps de regarder les expériences des uns et des autres, et son avis a évolué. Voilà. Je pense aussi que par l'expérience des patients, nos professionnels de santé peuvent prendre conscience qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir accompagner les patients. Ils prennent vraiment la conscience de la puissance de l'entraide entre pairs pour mieux gérer la maladie au quotidien. Muriel, je te laisse continuer. Ouais, alors, juste pour dire, avec Vivre sans thyroïde, il y a quelques années, on avait fait une étude sur les attentes des patients envers leur médecin. Donc, les résultats, on avait demandé s'ils étaient satisfaits de leur prise en charge. Donc, il y avait eu plus de 600, plus de 1000 répondants français, je crois. Enfin, voilà. Il y a un slide share si vous cherchez sondage des attentes des patients Vivre sans thyroïde, vous devrez pouvoir trouver ça. Donc 58% des personnes qui ont répondu au questionnaire étaient satisfaits de leur prise en charge. Voilà, ça c'était le résultat de manière générale. Et par contre, seulement 5% étaient encouragés à surfer sur Internet par leur médecin.
Et ceux-là, bah, ils étaient à 90% satisfaits de leur prise en charge. Ce qui montre quand même que voilà, si le médecin a accepté ce nouveau paradigme du patient qui surfe sur Internet, en fait, du coup, ça renforce la relation médecin-patient et tout le monde y gagne en définitive. Voilà, alors ensuite, donc là, c'est la dernière partie. Non, l'avant-dernière partie. Il va falloir qu'on fasse plus vite parce qu'on est un peu... Voilà. Moi, je voulais juste intervenir, mais je vais faire court, sur la démocratie en santé sur les réseaux sociaux. Donc, comme on l'a dit, en fait, on a un pouvoir aussi on est visible, quoi. On est des patients, on est visible sur Internet. Le fait d'exister en tant qu'e-patient, ça fait quelque part un décloisonnement entre les professionnels de santé et les usagers et leurs représentants. Par exemple, on discute à bâton rompu sur Twitter. Voilà, moi je discute, j'ai déjà envoyé des tweets et il m'a déjà répondu avec le vice-président de l'ordre des médecins. Et puis, donc, comme on l'a dit aussi, donc, il existe effectivement des hashtags qui sont des hashtags interdisciplinaires autour de sujets. Donc, par exemple, en France, il y a le MedFR, qui est donc une communauté qui inclut des professionnels de santé et des patients et du paramédical et qui traite de sujets transversaux et qui est assez intéressant. Donc, il y a vraiment un décloisonnement. Par contre, comme ça a été dit un peu aussi ce matin avec l'expérience du CHU de l'Essonne, c'est que voilà, quelquefois, comme les professionnels de santé interviennent sous pseudonymat, ils se lâchent un petit peu. Donc parfois, la communication est difficile. Et puis, il reste quand même des pathologies comme la fibromyalgie, par exemple, où il y a encore beaucoup de stigmas. Donc moi, je pense beaucoup à ces pauvres personnes qui vont aller chercher fibromyalgie sur Twitter et qui vont parfois se retrouver avec des professionnels de santé qui délégitimisent en fait la vie avec cette maladie ou se moquent. Il y a eu aussi pendant quelques temps les PPCS, donc c'était hashtag PPCS, donc première phase de consultation. Donc les médecins échangeaient entre eux, ils trouvaient ça parfois très drôle en fait, des mots de patients qui étaient, quelquefois ça pouvait effectivement être drôle, mais c'était de l'ordre de la moquerie et de l'ordre du regard supérieur sur le patient qui vient consulter pour un problème. Et moi, c'est des choses qui me gênent énormément. Voilà, et donc la dernière partie, après on répondra à vos questions. Vas-y Fabienne. Oui, donc la dernière partie, c'est que les e-patients peuvent participer à faire avancer la recherche et l'innovation. Donc par exemple avec le projet Compare, qui est un projet scientifique collaboratif qui vise à accélérer la recherche sur les maladies chroniques en impliquant les patients. Donc là, les chercheurs ont besoin de l'expertise des patients, comment est-ce qu'ils sont soignés, qu'est-ce qu'ils attendent de leur traitement, comment est-ce qu'ils s'adaptent à leur quotidien. Et ce projet veut fonder une communauté de 200 000 participants atteints d'une ou plusieurs maladies chroniques. Donc à terme, ça permettra de connecter les patients, les médecins et les chercheurs en facilitant la réalisation d'études sur ces maladies. Et je souhaitais également parler du Diabète Lab, qui est un espace où le patient et ses proches sont des experts de l'innovation. C'est un living lab à l'initiative de la Fédération française des diabétiques. Donc, il y a 2500 diabétacteurs en France. Et c'est utile pour les professionnels de santé, pour repérer les besoins des patients et les orienter. C'est utile pour les autorités, pour intégrer les patients dans les processus d'évaluation, dans une optique de qualité. Utile pour les industriels avec qui on va co-construire directement des solutions. Donc, si les besoins des patients sont pris en compte à la source, forcément les produits au final vont être plus performants. Donc dans ce Diabète Lab, les diabètes acteurs donnent leur point de vue, ils parlent de leur vécu, ils testent les produits et les services dans leur quotidien et dans leur vie. Ensuite, il y a une analyse de ce vécu et de l'expérience des personnes diabétiques qui fait émerger leurs besoins et leurs attentes et qui transforme toutes les idées qui sont émises en solutions concrètes, utilisables, utiles, qui améliorent les produits et les services existants et peut même en créer de nouveaux ou au moins vérifier leur pertinence. Donc là, les e-patients sont acteurs de la recherche et de l'innovation. Et voilà, c'est vrai que le temps a tourné. En conclusion, si on veut être simple et clair, on pourrait dire qu'être un e-patient, c'est être un vrai acteur de santé,
de sa propre santé et aussi peut-être sans doute, du système de santé en général. Voilà. Donc, si vous avez des questions à me poser, je ne sais pas qui fait circuler un micro. Voilà. Ah. Comment pourrez-vous aider les médecins à accepter ce que vous proposez? Pardon. Comment vous pouvez aider les médecins qui se trouvent dans des situations parfois où c'est difficile pour eux d'accepter, on connaît tous, les médecins sont plus réticents que d'autres, pas seulement dans la salle de l'avocat. Comment on pourrait les aider à accepter ce partenariat, à oublier quelque part tout ce que nous apprenons à l'université, donc qu'on a la connaissance, qu'on est les maîtres de la gestion de la prise en charge. Et là, évidemment, vous venez avec un discours contraire qui me plaît beaucoup personnellement, mais qu'est-ce que vous avez identifié qui peut marcher pour sensibiliser ces médecins? Alors, si j'ai bien compris, en fait, il faut 17 ans pour changer une pratique médicale. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est vrai que les choses ne se feront pas en un jour. Déjà, le fait d'être visible sur les réseaux sociaux, on va dire que les réseaux sociaux, on l'a vu ce matin, ça commence à devenir incontournable, y compris pour les professionnels de santé. Donc, on peut imaginer que ça peut être un des moteurs de l'acceptation. Et puis surtout, c'est ce qu'on fait avec Fabienne, de la formation. C'est pas obligé que ce soit que de la formation initiale, ça peut être de la formation continue. Enfin, voilà. Et puis, moi je trouve que, clairement, j'en discutais entre midi et 2 avec quelqu'un du CHU, nous, je trouve qu'on n'a pas suffisamment notre place dans les sociétés savantes, non plus. Donc voilà, si on veut gagner plus de pouvoir, il faut aussi qu'on nous en donne, donc on se bat pour qu'on nous en donne, mais on n'a pas assez de place dans la recherche, on n'a pas assez de place dans les sociétés savantes. Notre savoir expérientiel, il n'y a pas grand monde qui l'étudie, il est étudié, mais enfin voilà, donc moi ce seraient les solutions. T'en aurais d'autres, Fabienne? Oui, alors ce que je voudrais dire, désolée, je vois pas le monsieur qui pose la question, mais c'est qu'on ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez appris. C'est bien que vous ayez votre compétence technique, vos connaissances, et ça nous aide. Et après, alors je ne sais pas, pour aider les médecins qui sont méfiants peut-être par rapport au savoir expérientiel du patient, ça serait de prendre des exemples concrets dans leur spécialité pour faire en sorte qu'ils se rendent vraiment compte de ce que peut apporter les patients, de ce que peuvent apporter les patients et la connaissance du vécu du patient. Est-ce que ça répond à la question? Oui, bien sûr, je ne disais pas forcément d'oublier ce qu'on avait appris, mais plus l'approche que nous avons appris. L'approche avec ce décalage de la personne qui sait, l'expert, la personne qui ne sait pas et qui a un cours l'appelle en plus patient, ce qui est encore doublement irritant. Je l'ai vu quand j'ai fait un seul cours à la faculté de médecine de Waupili, il y a 2 semaines, donc c'était mon premier cours, je vais en faire d'autres, hein, mais enfin, voilà. Et il y avait donc une personne qui a formulé ça sur un exposé, enfin voilà, c'est un endroit, en fait, quand j'enseigne, en fait, c'est un groupe de parole entre internes, et on est là pour animer le groupe de parole et l'ouvrir, donc l'enseignement est assuré avec un enseignant en médecine générale et puis un enseignant en patient. Voilà, et donc il y a des cas qui sont exposés, et donc il y a une interne en médecine générale, en fait, qui parlait des difficultés qu'elle avait avec un patient qui était diabétique, tuberculeux, enfin voilà, elle avait beaucoup de mal, il ne prenait pas ses médicaments, donc elle avait dû arrêter les antibiotiques parce que c'est pas bien il vaut mieux arrêter les antibiotiques plutôt que d'avoir quelqu'un qui les prend pas régulièrement. Et la question qu'elle se posait, c'était comment contraindre le patient à prendre son médicament. Enfin voilà, en fait, c'est ça la problématique en fait. Et donc nous, on était là en fait pour lui expliquer que, il ne faut pas contraindre en fait. Enfin voilà, si le patient ne veut pas prendre son médicament, il faut accepter que le patient ne prenne pas son médicament. Il faut changer ce paradigme en fait. Le patient est une personne, il a ses propres volontés, et il faut s'intéresser à la raison pour laquelle il ne prend pas ses médicaments et nouer une vraie communication. Et c'est vrai que si on apprend aux médecins que ce sont les meilleurs et que c'est eux qui ont le savoir et que
que le patient il est là pour obéir à la fameuse question de l'observance, où il doit prendre ses médicaments. Enfin voilà, si on emploie les mots prise en charge aussi, comme si les médecins ils avaient les patients sur le dos, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. C'est sûr que si on ne change pas ce paradigme-là, en fait, voilà, ça ne peut pas marcher. Et plus on le changera, mieux ce sera pour tout le monde. Merci. Bonjour. Je rebondis sur l'exemple que vous venez de mentionner concernant la prise de médicaments. Moi, j'ai découvert l'idée du patient expert, etc. Comment est-ce que ça se démocratise dans les facultés, dans l'enseignement. Et ma question, c'est... je suis un peu étonné parce qu'on est en 2016 et est-ce que le concept de patient expert, c'est quelque chose de nouveau? Ou est-ce que vraiment le patient était inexistant de l'amélioration du parcours de prise en charge, de l'amélioration de la qualité des soins, etc. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Et bon, je rebondis sur votre exemple qui était peut-être caricatural, mais du coup, instaurer une communication, de savoir pourquoi le patient ne prend pas ses médicaments. Moi, je suis peut-être idiot, mais là, j'aurais tendance à dire, vous voulez guérir, oui ou non. D'instaurer une communication, c'est sûrement très intéressant. Il y a mille et un facteurs psychologiques, sociaux, tout ce qu'on veut. Mais bon, si le principe de se faire soigner, c'est de guérir, j'ai du mal à comprendre. On comprend bien que ce soit difficile à comprendre. Enfin, voilà. Il y a eu, je vous invite à lire, en fait, il y a eu un travail interassociatif, un colloque qui s'appelait, le hashtag c'était OBSAR, Observance, Autonomie, Responsabilité, et qui s'appelait, au final, j'ai oublié, voilà, vous allez pouvoir trouver, notamment sur le site internet chronicité.org, moi je suis même pas sûre qu'il soit, ça doit être sur le 6, il doit y avoir le rendu de ce colloque, en fait, voilà. Comme vous le dites, en fait, vous répondez vous-même à la question. Voilà, il y a des facteurs sociaux, des facteurs. Voilà, si par exemple, on peut imaginer que dans le cas de la personne qui avait la tubercule, qui était tuberculeux, en fait, il avait plus de 6 médicaments à prendre en moins d'1 heure. Plus les médicaments pour le diabète, plus le machin, plus le truc. En plus, il avait eu un AVC et il n'avait pas compris en fait que c'était l'AVC qui faisait qu'il n'était pas très stable. Donc du coup, il ne prenait pas ses médicaments pensant que c'était ces médicaments qui ne le rendaient pas très stable. Voilà, la problématique, c'est pas de vouloir guérir. Je veux dire, tout le monde veut guérir, mais la problématique, c'est d'ajuster la vie avec la maladie. Il y a aussi des traitements, la galénique, elle n'est pas adaptée. Voilà, si la personne, on voit les personnes âgées qui ne prennent pas leurs médicaments, mais si elles ont 25 médicaments à prendre par jour, c'est un peu normal qu'elles ne les prennent pas non plus, quoi. Et puis aussi, ça a été mesuré, un tiers des soins sont des soins inutiles finalement. Donc quelquefois, le fait de ne pas prendre ces médicaments, ça peut être plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas non plus oublier complètement ça, quoi. Donc c'est plurifactoriel. Après, je pense que je vais laisser Fabienne, vas-y, répondre sur le patient expert. Oui, sur la question, vous ne voulez pas guérir? En fait, il faut se rendre compte aussi qu'il y a une énorme proportion de gens qui ont une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui ne se guérit pas. Donc ça peut être difficile peut-être à entendre pour les médecins qui apprennent au cours de leurs études à guérir les gens, mais vous ne guérirez pas les gens qui ont une maladie chronique. Donc la question qu'il faut poser, c'est est-ce que vous voulez vivre et comment est-ce que vous voulez vivre et comment est-ce que je peux vous aider à mieux vivre au quotidien avec votre maladie. Donc je l'entends au sens d'accompagnement. Le paradigme de la maladie chronique, c'est là où les patients experts ont peut-être toute leur place à prendre. Ah oui, voilà, en fait, c'est l'utilisation du terme qui moi, me pose question. Vous proposez, c'est de l'accompagnement avec un degré d'expertise qui est le vôtre, que ce soit en psychologie ou en formation, mais c'est purement de l'accompagnement. Le terme, moi je tiltais sur le terme qui est un peu marketing, il faut quand même vendre le concept, mais c'est de l'accompagnement, qu'on soit d'accord. Oui, après, c'est une histoire de mots, on ne peut peut-être pas parler de patients experts, c'est vrai que ça choque plusieurs personnes, on peut parler de patients
apaisant et co-construisant. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, je comprends mieux. Moi, c'est la notion d'expertise. Je me suis dit que voilà, avant d'enseigner cette notion de patient expert, est-ce que vous aviez une courte formation ou quelque chose en médecine qui vous donne, entre guillemets, légitimité à parler de médecine à... C'est justement le propos du fait qu'on est là, c'est que non, on n'a pas de formation et on est là parce qu'on s'est gagné notre propre expertise nous-mêmes. Enfin voilà, et notre expertise est légitime. C'est toute la difficulté des mouvements patients en fait. Enfin, voilà, en médecine, c'est extrêmement. On vit dans une société qui est extrêmement paternaliste. Voilà, où on pense qu'on sait mieux faire pour la personne parce qu'on a un savoir scientifique. Mais en définitive, c'est nous qui vivons avec la maladie et nous avons développé notre propre expertise de vie. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a 25 ans de diabète derrière lui, qu'il surfe ou pas sur Internet, il est expert de sa propre vie avec la maladie. Oui, et ce savoir-là, oui, mais enfin, pour le patient, l'expertise médicale, elle compte autant que l'expertise de vie. Enfin, voilà, s'il peut échanger avec ses pairs, bah oui, mais enfin. Le malade, en fait, il vit avec la maladie. C'est ça qui compte, c'est comment il vit et quel savoir il mobilise pour vivre avec la maladie. Si on prend, enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi, enfin, voilà, le système de soins doit intégrer tout le monde, y compris les personnes précaires. Enfin, c'est les personnes précaires qui sont les personnes les plus éloignées du soin, qui prennent, entre guillemets, le moins soin d'elles. Enfin, je ne sais pas comment exprimer la chose, mais le système de soins n'est pas accessible à eux, les gens ne parlent pas un langage qui est compréhensible pour elles. Et donc, si on veut développer des outils à destination de ces personnes, il faut prendre en compte leur propre expertise, parce que ces gens-là ont leur propre expertise, leur propre échelle de valeur, leurs propres souhaits. Et dans le cadre de la maladie chronique, comme on ne guérit pas, qu'on est confronté, on a des périodes aiguës, des périodes moins aiguës, comme on est confronté sans arrêt au système de soins, en fait, on développe notre propre expertise, et c'est une expertise qui n'est pas suffisamment utilisée par le système de soins. C'est une expertise qui est complémentaire à l'expertise médicale ou scientifique. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'opposition, mais il y a une complémentarité forte. Et puis, enfin, voilà, si vous prenez la présidente de Vivre sans héroïne, l'association dans laquelle j'ai été très active très longtemps, et dans laquelle je suis toujours membre, enfin, voilà, elle a fait je ne sais pas combien de congrès médicaux. Elle en a fait plus que, à mon avis, que certains endocrinologues français. Elle s'est beaucoup intéressée, comme elle a eu, elle anime une communauté dans laquelle il y a des gens qui ont des cancers très rares de la thyroïde, des cancers réfractaires. Enfin voilà, donc elle s'est renseignée sur les nouveaux traitements qu'il y avait en cours pour pouvoir informer sa communauté. Enfin voilà, il y a une foire aux questions sur Vivre sans thyroïde qui est une foire aux questions qui sert même parfois de référence à des médecins. Il y a des médecins qui nous ont avoué se servir de ce savoir-là. Donc effectivement, il y a le savoir expérientiel de vie avec la maladie, mais je ne vois pas pourquoi aussi les patients et les associations qui les représentent, à partir du moment où ils sont structurés et qui travaillent en intelligence collective, comme ça a été très bien souligné ce matin, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas non plus une certaine expertise médicale qui les rendrait légitimes à participer à des décisions de santé publique? Et ce sera la dernière, bonne chance. Non, c'est quand j'entends que vous dites que vous ordonnez vous-même ce que vous voulez prendre comme médicament, quand vous avez cette... enfin bon, non mais pas, le médecin reste le prescripteur. Voilà, mais après vous adaptez parce que vous avez l'expérience d'un dosage, je pense, donc vous avez les médicaments, mais la dose un peu vous revient. Et juste ma question, c'est de dire cette responsabilisation, comment vous la vivez? Parce que moi, je veux dire, cette autonomie, ok, mais à côté de ça, la charge de responsabilité qu'il y a par rapport à cette crise, si jamais vous vous êtes trompé dans vos dosages, bon, c'est dommage, c'est pour vous, comment vous le vivez? Et vous imaginez bien que tout le monde ne veut pas arriver là. Et à la limite, quand je serai payeur, sécurité sociale, je peux aussi dire, ah, mais il y en a qui sont tout à fait capables de s'autogérer. Et vous qui n'êtes, et pourquoi vous n'êtes pas capable, et combien, est-ce que je dois rembourser la même chose, celui qui fait l'effort de tout comprendre, et celui qui reste dans, comme ça, cette légèreté qui peut être grave? Ça m'interpelle beaucoup sur ce thème de responsabilisation.
Oui, en fait, voilà, être un e-patient n'est pas une obligation, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit avec Fabienne. Voilà. On discutait ensemble sur vous me disiez les différentes étapes, en fait, voilà, on n'est pas obligé de franchir toutes les étapes, on peut en rester à l'information sur Internet, mais c'est déjà beaucoup de s'être renseigné sur sa maladie. On n'est pas obligé de devenir un acteur politique et de réclamer des choses. Voilà, c'est pas une obligation d'être patient expert, comme c'est pas une obligation de connaître son diagnostic. On peut très bien dire au médecin je ne veux pas savoir quelle maladie j'ai. Voilà. C'est pas une obligation. C'est même parfois, je sais pas, c'est peut-être pas bien pour moi finalement. Je suis pas capable de dire. Voilà. Mais après, moi, ce dont j'ai besoin, c'est un accompagnement. Et le médecin reste prescripteur. Si je fais n'importe quoi avec mes médicaments et que j'en prends trop, j'en ai plus après. Mais voilà. je suis payeur. J'entends que vous Oui. vous dépensez moins parce qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'excès. On ne va pas vous hospitaliser parce que vous suivez bien. En fait, j'aurais tendance à dire vous. Oui, mais les associations de patients en fait sont là aussi pour faire comprendre elles ont longtemps milité pour l'accompagnement des patients par leur père. Elles ont milité pour l'éducation thérapeutique. Donc voilà, et par rapport aux payeurs, par exemple, si on reprend l'observance, il y a énormément de choses qui tendent à culpabiliser le patient et à lui dire mais prends ton médicament mon coco, sinon tu n'es pas remboursé. Si certains parmi vous ont eu vent, il y a eu cette histoire de dispositif d'apnée du sommeil où on allait conditionner en fait le remboursement de dispositif d'apnée du sommeil à l'observance. Donc ça a été arrêté. Mais effectivement, c'est une problématique en fait. De toute façon, tout ce qui est de l'avenir dans le système de soins doit bénéficier à tout le monde et ne doit pas contraindre les gens à utiliser ces outils-là. Si une personne diabétique ne veut pas avoir de glucomètre connecté, on ne doit pas l'obliger à avoir un glucomètre connecté. Tu veux compléter, Fabienne? Oui, et là, le payeur sera content parce qu'il considère que ça coûte plus cher d'avoir un glucomètre connecté que non. Bien entendu, c'est dans la maladie chronique, c'est chacun son chemin. Et ce qui est important, c'est que le patient soit écouté et qu'il puisse choisir de lui-même le parcours de soins qui lui convient et être le plus autonome possible s'il le souhaite. De toute façon, on est seul et on meurt seul, et entre les deux, c'est nous les pilotes de l'avion. Donc je pense que la responsabilité, elle est de fait, elle est de notre propre existence. Alors là, c'est pas une belle conclusion. Merci à Emmanuel et à Fabienne. Peut-être qu'il y a-t-il d'autres questions, mais je vous propose de continuer cet intéressant